et bienvenue sur Médien TV. Le président en exercice de la CEDEAO, le Bissau-Guinée Umaru Sissoco Embalo, était à Conakry hier. Objectif, réussir les discussions entre la CEDEAO et la junte au pouvoir en Guinée afin de dégager une feuille de route claire de la transition. Cela dans un contexte de dialogue politique en interne, mais aussi de procédures judiciaires contre certaines principales figures de l'opposition, notamment Seydou Dalein Diallo. Qu'est-ce que la CEDEAO peut obtenir de Conakry? Nous posons la question à l'analyste politique Aline Zouzi en direct avec nous depuis Bruxelles. Bonjour à vous Aline Zouzi. Bonjour Omar. Alors, qu'est-ce qui a été dit finalement lors de ces discussions entre la médiation de la CEDEAO conduite par son président en exercice, le Bissau-Guinéen Umaru Sissoco Embalo, et son frère d'armes, entre guillemets, Doumbouya, qui dirige donc la junte au pouvoir à Conakry? L'objectif de la CEDEAO, c'est bien évidemment d'obtenir un délai de transition beaucoup plus court que les 39 mois qui avaient été annoncés au préalable par la junte. Il faut quand même se souvenir que le Mali a finalement accepté 2 années de transition, le Burkina aussi. Donc nous sommes dans une sorte, on va dire, de terme de référence que la CEDEAO souhaiterait pouvoir proposer ou imposer, c'est selon, à la junte guinéenne, sachant par ailleurs que c'est le 1er août que la CEDEAO devra se prononcer sur de véritables sanctions contre la Guinée. Et il faudra effectivement que d'ici là, Mamadi Doumbouya puisse proposer une feuille de route qui soit suffisamment crédible que pour, inciter la CEDEAO à lever les quelques mesures qui avaient déjà été prises pour l'instant, parce que vous le savez, la Guinée, depuis quelques semaines maintenant, est exclue notamment des organes décisionnels de la CEDEAO. La Guinée, donc, exclue à l'instar d'autres pays qui le sont à cause donc de ces coups d'État. Mais comme vous l'avez dit, la CEDEAO veut réduire à 2 ans la durée de cette transition. À Conakry, on a annoncé une durée de 3 ans. Selon vous, est-ce qu'il est possible d'avoir des concessions? Je crois que ce n'est dans l'intérêt de personne qu'il y ait des sanctions contre la Guinée. Vous savez, dans cet exercice, la junte serait tentée de jouer l'opinion publique en interne contre la CEDEAO, mais c'est un exercice qui a ses limites pour la simple et bonne raison que l'on assiste depuis maintenant quelques mois à des rapprochements entre partis politiques importants en Guinée. On pense évidemment à l'Union des forces démocratiques de Guinée de Seydou Dalein Diallo, on pense également à l'Union des forces républicaines de Sidya Touré. Ce sont des leaders charismatiques, tous les deux sont des anciens premiers ministres, et ce n'est pas un hasard d'ailleurs si l'un et l'autre ont en ce moment quelques difficultés, soit avec la justice, soit avec l'administration. Mais pour vous répondre plus précisément, je dirais que à l'heure actuelle, la Guinée aura intérêt à pouvoir s'aligner sur le momentum qui a été imposé jusqu'ici et finalement accepté par le Mali et le Burkina. Toute la question étant de savoir à partir de quand cette transition va commencer. Il y a deux dates, ou plutôt 2 termes qui sont évoqués généralement. On parle du mois de janvier 2022 ou du mois de juillet toujours de cette année pour calculer le terme à partir duquel devrait commencer cette transition. Si l'on tient compte du mois de juillet, cela signifie qu'en réalité, cette transition pourra effectivement durer 2 ans. Si l'on parle de janvier, ce sera 18 mois. La question étant de savoir si Mamadi Doumbouya ainsi que ses frères d'armes seront d'accord pour pouvoir s'inscrire dans cette dynamique. Alors, il y a aussi, au-delà de la durée, la charte de la transition, la charte pour parvenir à un retour des civils au pouvoir. Habituellement, on voit que ça exclut ceux qui sont au pouvoir pendant la transition. À ce niveau-là, sur la base de ce qu'on a eu comme exemple au Mali, au Burkina ou ailleurs, qu'est-ce que la CEDEAO
peut suggérer, on ne va pas dire imposer, peut suggérer à la junte au pouvoir à Conakry? Bon, d'abord, la première suggestion, bien évidemment, c'est de suggérer à la junte de respecter cette charte de la transition, parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis plusieurs semaines, voire quelques mois, de nombreux membres de la société civile, de partis d'opposition sont arrêtés. Je vous donne deux exemples récents. Il y a par exemple l'arrestation d'Abdoulaye Sow, secrétaire général du FESABAC, le principal mouvement syndical guinéen, qui a été arrêté le 18 juillet. Et puis il y a eu effectivement à l'aéroport de Conakry la mésaventure de Fonike Mengue, qui est lui le coordonnateur national des forces pour la défense, et empêché de voyager alors qu'il se rendait à un sommet des mouvements sociaux. Donc il y a déjà là un premier problème qu'il va falloir résoudre pour rétablir la confiance, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles nous avons maintenant un médiateur pour le compte de la CEDEAO, l'ancien président béninois Yahi Boni. Et donc c'est un premier élément. Deuxième élément, bien évidemment, c'est de pouvoir, j'allais dire, décrisper la situation politique intérieure, avec notamment la libération de toutes ces personnalités de l'opposition et de la société civile, ce qui permettrait à la junte de marquer des points non seulement vis-à-vis de sa propre opinion publique nationale, mais vis-à-vis de la CEDEAO qui, vous vous en doutez bien, reste très attentive à la situation, à l'évolution de la situation des droits de l'homme dans ce pays, en dépit du fait d'ailleurs que la junte souhaite aujourd'hui entrer dans ce fameux dialogue en position de force, et le fait que certains opposants de premier plan, je les ai cités tout à l'heure, comme Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré, qui sont d'ailleurs pas présents à Conakry, certains pourraient le déplorer, puisque la délégation de la CEDEAO a eu à rencontrer plutôt les états-majors. Ces deux poids lourds de la politique guinéenne ne sont pas là, mais on sent bien une tentation du pouvoir actuel de les, non pas neutraliser, mais de les isoler d'une certaine manière, histoire de pouvoir être en capacité d'amadouer le reste de la classe politique qui pourrait être jugée beaucoup moins, j'allais dire, réceptive, ou en tout cas beaucoup plus malléable à ses propres thèses. Alors, est-ce que quand même cela ne constitue pas des messages clairs, des signaux d'alerte par rapport à l'intention des tenants du pouvoir actuel à Conakry, notamment sur le fait d'éliminer tout opposant éventuel pour peut-être à l'avenir pouvoir conserver le pouvoir? Alors, la junte a été très claire dès le départ en disant qu'elle n'avait pas vocation à exercer le pouvoir au-delà du terme de la transition, mais on sent tout de même une volonté de garder la situation sous contrôle. Cela signifie qu'il serait beaucoup plus intéressant pour la junte, au-delà du terme de la transition, de garder la main, même si elle n'apparaît pas, et avoir, on va dire, une opposition sur mesure qui exercerait certes la plénitude du pouvoir, mais qui aurait une marge de manœuvre limitée pour les grandes décisions régaliennes à prendre pour l'avenir du pays. Alors, cela dit, si on voit aujourd'hui, depuis l'arrivée au pouvoir en septembre de cette junte, globalement, comment évolue la situation en Guinée? Si on compare un peu avec le cas malien, où on voit que la junte a réussi à avoir quand même une couverture populaire. S'agissant de la Guinée, qu'en est-il réellement? Est-ce qu'on sent ce soutien populaire par rapport à l'action des militaires? Alors, d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que la junte faisait bonne figure au début, puisqu'il y avait une volonté de ne pas affronter la communauté internationale en général et la CEDEAO en particulier de manière frontale. Il y avait plutôt des gages de bonne volonté qui avaient été annoncés par la junte. Ensuite, la situation, pour des raisons qui restent encore à éclaircir, a commencé à se dégrader. Et on a très vite compris que la principale difficulté pour la junte était de pouvoir diviser l'opposition. On a vu au contraire des convergences de vues se préciser. On a vu notamment Cellou Dalein Diallo former l'Alliance justement pour cette alternance et la démocratie. On a vu des rapprochements avec Sidya Touré. On a vu un certain nombre d'initiatives prendre corps, ce qui n'était pas du tout du goût de la junte, qui avait besoin d'une
l'opposition morcelée pour beaucoup mieux imposer ses vues. D'ailleurs, lorsque les assises nationales avaient été lancées, on a vu certains partis politiques claquer la porte déjà parce qu'ils estimaient que la lettre et l'esprit de ces assises n'étaient pas du tout acceptables et c'était déjà une manière pour la junte de pouvoir tester la capacité de l'opposition à faire front. Faire appel à l'opinion publique nationale et jouer contre l'opposition, la communauté internationale et singulièrement la CEDEAO, c'est un exercice qui a ses limites pour la simple et bonne raison que si vous êtes frappé de sanctions, eh bien les premières victimes restent bien évidemment cette opinion publique que vous tentez désespérément de jouer contre l'extérieur. Donc là aussi, la junte va devoir revoir sa stratégie et plutôt s'inscrire dans une dynamique qui soit, j'allais dire, bénéfique pour toutes les parties. Aujourd'hui, la junte n'a aucun intérêt à engager un bras de fer. Personnellement, je pense qu'elle va faire amende honorable et qu'elle va s'inscrire dans une dynamique beaucoup plus constructive. Je pense même que le terme de la transition pourrait démarrer au mois de juillet, donc ce qui permettrait d'une certaine manière à la junte de gagner 6 mois finalement par rapport au terme qui s'était imposé. Et je crois que de ce point de vue-là, ce compromis pourra être acceptable pour toutes les parties. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure le dialogue politique. D'ailleurs, on en avait parlé avec vous ici il y a de cela quelques semaines. Finalement, qu'est-il advenu? Qu'a-t-il ou de quoi est-ce qu'il a accouché, ce dialogue politique? Alors, l'une des conditions qui avait été demandée par la CEDEAO en son temps, c'était qu'un médiateur puisse, d'une certaine manière, essayer de faire en sorte que toutes les parties se sentent en confiance. C'était une manière aussi qu'il y ait un observateur extérieur, une sorte de facilitateur vers lequel toutes les parties pouvaient éventuellement exprimer leurs préoccupations et parvenir ensuite à un compromis. Mais je viens de vous indiquer que plusieurs acteurs ont claqué la porte de ces assises. On va dire que pour l'instant, l'exercice est plutôt au point mort. L'arrivée de Yahi Boni est une manière de réactiver ce cadre de concertation qui me paraît important, essentiel. Là, nous sommes véritablement dans le concret, mais nous sommes aujourd'hui donc, le 21 juillet, donc il n'y a plus que 10 jours en fait pour pouvoir parvenir à une solution. D'abord, cette fameuse feuille de route qui balisera la voie vers cette transition, et puis essayer d'obtenir l'engagement de tous pour ces assises, en décrispant par ailleurs la situation politique intérieure, en arrêtant notamment les interpellations intempestives et les entraves à la libre circulation de certains leaders d'opinion qui ne font que ternir l'image de la junte qui n'en a pas du tout besoin à l'heure actuelle. Alors, il y a le cas du Mali, en tout cas, qui sert vraiment de référence dans la région. On sent quand même la CEDEAO pas vraiment motivée à reproduire la même situation avec le Burkina Faso et la Guinée. Au cas où, finalement, la junte au pouvoir en Conakry refuse d'obtempérer aux appels de la CEDEAO. Selon vous, quels sont les scénarios envisagés dans ce cas? Écoutez, je vais vous surprendre, mais je pense que la junte à Conakry va s'inscrire dans une dynamique beaucoup plus constructive. Mais si vous envisagez un scénario catastrophe avec un marchandage par rapport au terme de la transition, je rappelle que la première proposition qui avait été formulée était de 39 mois, qui a été rejetée évidemment par tous les acteurs. Si maintenant vous évoquez 36 mois, on reste quand même et encore dans l'inacceptable. 30 mois, ça reste bien évidemment excessif, en sachant par ailleurs que le Mali avait proposé, en tout cas la junte malienne avait proposé 5 ans
5 ans, c'est 60 mois, je vous rappelle, pour finalement accepter 24 mois. Donc c'est un effort conséquent qui a été effectué. On a bien compris que le Mali a tenu compte de certaines variables. Et je pense qu'il n'est pas dans l'intérêt de la Guinée de s'inscrire dans une dynamique d'affrontement. Et je pense que nous allons arriver probablement dans un terme raisonnable. Je rappelle donc que ce sera soit à partir de janvier 2022, soit à partir de juillet 2022 que l'on va compter ces fameux 2 ans de transition. Mon pronostic, c'est que l'on comptera probablement à partir de juillet 2022, donc ce qui permet déjà à la junte de gagner 6 mois d'une certaine manière et de se donner encore 2 ans supplémentaires pour satisfaire toutes les parties, tout en veillant bien évidemment à ce que l'opposition guinéenne soit la moins unie possible, car, je le répète, l'objectif de la junte, au-delà de l'exercice du pouvoir, c'est quand même de pouvoir continuer à tirer les ficelles en cas de retour à l'ordre constitutionnel. Alors, une dernière question, il nous reste quelques secondes. Arine Zouzi, on voit qu'actuellement, le président en exercice de la CEDEAO est un militaire, comme celui qui est à la tête de la Guinée. Cela peut-être pour faciliter le dialogue finalement. Écoutez, ce sont des hommes qui parlent le même langage et je pense que chez les militaires, s'il y a bien une qualité qu'on peut leur reconnaître, c'est le pragmatisme. Aujourd'hui, je pense qu'il va falloir penser beaucoup plus l'intérêt général et faire en sorte que la Guinée puisse revenir d'abord, le plus rapidement dans le concert des nations et reprendre toute sa place au sein de la CEDEAO dans un environnement politique et sécuritaire assaini. Merci à vous, Arine Zouzi. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Bruxelles, spécialiste de l'Afrique et analyste politique et également producteur associé du JT diplomatique. Merci d'avoir accepté notre invitation encore une fois, Arine Zouzi. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et bonne suite de programme sur Média TV.